Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques qui passe sur votre télévision. Nous avons le plaisir de décrypter avec vous en ce jour les grandes questions d'actualité qui concernent le pays, notamment la question qui concerne la convocation du dialogue politique en République démocratique du Congo. Eh bien, nous allons analyser toutes les facettes de la question avec un invité, pas des moindres, c'est l'honorable Fumu Toto qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Vous allez le découvrir et décrypter, bien entendu, le décryptage de toutes ces questions. Honorable, bienvenue. Merci. Bien, avec vous, on va parler, comme je l'ai bien dit, de toutes ces questions concernant le dialogue politique. Ce dialogue qui s'annonce avec véhémence en RDC et au niveau de l'opposition, beaucoup de divergences de vues. Alors, que pouvons-nous retenir d'une manière globale de la position de la troisième voie sur la question du dialogue en RDC? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais commencer par saluer les Congolais du Katanga, de l'Mbashi, de la diaspora, de Kinshasa et des autres provinces. Moi, en tant que votre serviteur, je suis présentement au Katanga pour parler exactement des questions de l'heure. Je suis venu au Katanga pour deux raisons. D'abord, rencontrer Israël Oshindi, Fabrice Boluka, qui sont les responsables provinciaux de la troisième voie. Je suis également venu faire la promotion de l'université populaire que nous avons instituée sous l'initiative d'Adolphe Muzit, le Premier ministre honoraire, afin d'insérer le peuple congolais dans la logique de la démocratie participative. Ici, je parle en tant que géniteur et président de la troisième voie et professeur à l'université populaire. Les dialogues. Je me pose la question de savoir, chers compatriotes du Katanga, nous parlons du dialogue. Les uns sont pour le dialogue et les autres sont contre le dialogue. Je pose la question à ces deux groupes de personnes de savoir, vous êtes pour quoi et contre quoi? On ne peut pas être pour quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas non plus être pour contre quelque chose qui n'a pas encore existé. On ne nie pas l'existence de ce qui n'existe pas. On ne soutient pas non plus l'existence de ce qui n'existe pas. Les dialogues en question, c'est quoi, convoqué par qui, quel est le format, quel est le contenu, la finalité. Je n'ai pas encore trouvé, moi, Quinois, Congolais, de Kinshasa, des provinces de la diaspora, je n'ai pas encore trouvé le format officiel d'un certain dialogue. Alors, ne pensez-vous pas que c'est au sujet de cela qu'il y a beaucoup de divergences de vues au niveau de l'opposition? Il n'y a pas de divergence de vie au niveau de l'opposition tant que l'opposition ne saura pas exactement c'est quoi le contenu du dialogue. Et il n'y aura pas d'unanimité au niveau de la majorité tant que la personne qui convoquerait le dialogue n'a pas encore dit, du moins jusqu'au moment où je parle, le dialogue, c'est quoi, autour de quoi, entre qui et pour quelle finalité? C'est ça la question. Et donc est-ce que nous faisons une émission sur une spéculation? Nous sommes en train de projeter ce qui va arriver ou bien nous sommes en train simplement d'imaginer? Parce qu'en fait, pourquoi la troisième voie réagit de cette manière-là? Parce que lorsqu'on parle d'un dialogue, la politique interne d'un pays, ce n'est pas la diplomatie qui relie des sièges. Non. Quand tu as affaire à poser un acte au sens politique du terme, il y a toujours la vision de la chose, le projet de société de la chose, le programme de la chose et la communication politique de la chose. J'ai comme l'impression qu'ici au Congo, nous confondons l'information politique, la formation politique et la communication politique. Lorsque la troisième voie vient ici pour animer des conférences, lorsque l'université populaire vient ici pour animer les conférences, mais vous allez me poser la question de savoir, la troisième voie c'est quoi? Je réponds, c'est un courant de pensée culturelle pour la paix et la bonne gouvernance de la terre. Quel est notre problème? Nous disons que le Congo n'a pas un problème de querelle entre opposition et majorité.
Ce sont des distractions. Parce que des distractions créées par les acteurs politiques ou créées par la classe politique et sociale congolaise dans son ensemble est en train de distraire le peuple congolais. 80% de ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition sont des mauvais gouvernants d'hier. 80% de ceux qui sont aujourd'hui à la majorité sont des faiseurs d'élections, c'est-à-dire des opposants d'hier. 50 ans, 55 ans de querelle entre ces deux personnes. Où est le sort du peuple congolais? Nous ne nous retrouvons pas. Moi, je suis initiateur du parti des mécontents. Et si je suis arrivé au Katanga, c'est pour dire à tous les Katangais... Et qu'est-ce que les mécontents cherchent finalement? Mais les mécontents cherchent le contraire du mécontentement. C'est la bonne gouvernance du pays, c'est la justice sociale. La bonne gouvernance qui appelle aussi l'alternance en quelque sorte. Non, écoutez, nous ne pouvons plus passer notre état, nous battre sur l'alternance parce qu'il y a eu plusieurs alternances au Congo depuis 60 jusqu'à présent. Le peuple ne s'est pas retrouvé. Qu'est-ce que vous voulez dire finalement? Il faut l'alternative à la souffrance. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais dire ceci. En 1960, une opposition pilotée par Tshombe, Lumumba, Gizenga, Kassavo et consorts a dit que le problème c'était les colons et la réponse c'était son départ. Les colons sont partis longtemps, ils ne sont pas retrouvés par la gestion des Congolais et même. En 1990, c'est qu'elle 82, 90, c'est qu'elle les autres. Ils ont montré que le problème c'était Mobutu et sa dictature. Mobutu est parti avec sa dictature, nous ne retrouvons pas. De là jusqu'au 17 mai 1997, Moussé et les autres ont montré que le problème c'était Mobutu avec sa dictature. L'AFDELA fait partie Mobutu est parti, le peuple congolais ne se retrouve pas. Nous avons dit que le problème c'était qu'on ne votait pas le chef de l'État. Des fois nous avons voté le chef de l'État, le peuple ne se retrouve pas. Et quel est le vrai problème aujourd'hui? Le vrai problème c'est que la troisième voie a raison de dire que le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Donc il faut changer l'homme pour que le Congo change. Et alors, ce n'est pas avec les partis politiques qu'on change l'homme, c'est avec des courants de pensée, avec les idées fausses qu'on change l'homme. Et donc, le problème, c'est au niveau de l'homme, pas au niveau de l'alternance? Non. L'alternance, c'est quoi? Les changements, non? C'est-à-dire, vous n'êtes plus président, moi je deviens président, c'est ça l'alternance. Mais nous parlons de l'alternative, ça veut dire, vous m'avez combattu parce que j'ai géré mal. Mais vous m'avez fait partir et après vous gérez mal. Alors, l'alternance résout quel problème peuple? Donc ça ne résout pas... Ça ne résout pas les problèmes. Donc, distraction, opposition, pouvoir. Voilà pourquoi nous les mécontents. C'est-à-dire, nous qui sommes aujourd'hui... Donc le parti des mécontents. Nous sommes un parti des mécontents. C'est-à-dire, le premier parti de la troisième voie s'appelle le parti des mécontents. Et nous sommes venus ici, nous entretenir avec les Congolais du Katanga pour leur dire que vous tous qui aimez les idées de la troisième voie, voici une occasion pour que vous puissiez adhérer au parti des mécontents pour qu'ensemble nous puissions changer les choses. Alors, honorable, s'il faut revenir à la question du dialogue, parce que vous dites que c'est une distraction des politiques, s'il faut être dans votre logique, pensez-vous que les querelles actuelles au niveau des acteurs politiques, notamment la dynamique qui réitère son nom à la participation du dialogue, s'il faut parler rien que de ce dialogue, vous pensez qu'il va réussir? Parce que l'UNC et les autres se retirent, disent non à la participation à ce dialogue politique. Mais non, ils ne peuvent pas dire non à quelque chose qui n'existe pas. C'est ça le problème. Ils disent non à quoi? Parce que politiquement, par là, si quelqu'un convoque le dialogue, il doit d'abord donner la définition du dialogue. Donc les termes de référence en quelque sorte. Le format du dialogue, les acteurs du dialogue, la question du dialogue et la finalité du dialogue en termes d'un projet pour la tenue d'un dialogue national. Celui-là peut être de la majorité de l'opposition. Ceux qui sont pour doivent prouver au peuple pourquoi ils sont pour cette convocation, et ceux qui sont contre doivent formuler un projet de société contraire qui affirme la négation de leur participation à ce dialogue. Alors, ici, pendant 55 ans, on a inséré le peuple congolais dans une fausse logique politique. Soit on est pour, soit on est contre. Alors que dans d'autres cieux, c'est plutôt la contradiction entre les idées fausses et les projets de société. Et le peuple choisit entre deux projets de société, lesquels peut obtenir la majorité du suffrage du peuple congolais de façon sociologique et électorale. Mais ici, quel est le projet de société de ceux qui sont contre le dialogue? Comment peuvent-ils y avoir le projet de société de non au dialogue alors que ce dialogue-là est d'abord donc quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui sera quand même convoqué, honorable. Je suis congolais. Qui sera quand même convoqué. Parce que le chef de l'État l'a dit aux diplomates depuis 2 semaines, avec ou sans médiation, le dialogue sera convoqué. Alors, c'est à partir du moment où le chef de l'État aura convoqué le dialogue, dans cet acte administratif qu'il aura posé, il aura signifié le format du dialogue, entre qui le dialogue, la finalité du dialogue, c'est-à-dire que nous viendrons pour dire
oui ou non. Et donc, si tous ces paramètres sont réunis, la troisième voie ira au dialogue. La troisième voie a toujours été la voie du dialogue parce qu'elle dépasse les limites du socialisme et du libéralisme. Elle dépasse les limites de l'authenticité et du mimétisme. Elle dépasse les limites de la première génération et de la deuxième génération politique, c'est-à-dire décolonisation et démocratisation. Elle dépasse la synthèse des thèses qui s'opposent. Elle inclut les valeurs positives des cas adverses et innove en apportant le libérationnisme dans le patrimonisme. Donc, poitrinisme, s'il vous plaît. La troisième voie, dans ce sens, est une voie par excellence du dialogue. Mais il faut aussi préciser, nous voulons le dialogue. Si il restait comme seul moyen, ou le seul moyen entre nous Congolais, de nous préparer pour les élections crédibles dans le délai constitutionnel. Et donc, le dialogue doit respecter le délai constitutionnel. Nous voulons le dialogue si Joseph Kabila avait continué à partager son pouvoir dans les quelques mois qui lui restent. Il va donner le pouvoir à qui de son choix parce qu'il a encore quelques heures du pouvoir. Mais un soi-disant dialogue, un quelconque dialogue, comme tentative pour marcher sur la Constitution, les glissements, ce n'est pas le point de vue de la troisième voie. Je porte ici le point de vue du peuple quinois et de tout le peuple congolais que nous ne sommes pas prêts pour le glissement. Et si vous n'êtes pas prêts pour le glissement, quelle lecture faites-vous sur les dernières révélations du journal Le Potentiel qui a parlé de bien des choses, qu'au terme du dialogue, il y a possibilité qu'on puisse en quelque sorte dissoudre l'Assemblée nationale, constituer une constituante pour élaborer une nouvelle constitution avec un gouvernement de transition? Bon, je vais expliquer. J'ai vu les révélations du potentiel qui sont allées au-delà même des limites de la Constitution. Les potentiels, si je ne m'abuse pas, parlaient de la destitution du Parlement. Il n'existe pas un article ou une modalité pour destituer le Parlement congolais. Mais il existe une disposition de la Constitution qui dispose que, en cas de conflit permanent ou persistant entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale après avoir consulté le Premier ministre, dans le Conseil des ministres, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Depuis que nous avons commencé cette législature et même la législature passée, il n'y a jamais eu un conflit entre cette Assemblée nationale qui ne fait plus son travail, qui ne fait pas son travail, et le gouvernement congolais. Sur base de quoi on va destituer l'Assemblée nationale. On peut dire que c'est une simple spéculation. Donc, destituer l'Assemblée nationale sans conflit pour entraîner les glissements, la révision de la Constitution ou le retrait de la Constitution, ça n'a pas de sens. Parlons de la révision de la Constitution et même du retrait de la Constitution. Il faut savoir qu'au niveau de la troisième voie, nous disons qu'il est interdit d'interdire. C'est-à-dire que tout Congolais est libre de mettre un avis. Autant nous pouvons dire qu'il faut respecter la Constitution, autant un autre Congolais de la majorité peut dire qu'on peut retirer cette Constitution pour en proposer une autre. Chacun est libre de mettre son point de vue. Tous nous sommes soumis au dictat des lois fondamentales de la République et des dispositions intangibles de la Constitution. Chaque Constitution a des parties. Il y a l'esprit de la lettre qui figure dans l'exposé des motifs de chaque Constitution et les corps, c'est-à-dire les détails de l'exposé des motifs qu'on trouve à partir de l'article 1er jusqu'à l'article dernier. Alors, pour comprendre l'esprit de la Constitution, il y a les lignes maîtresses de la Constitution. Et les lignes maîtresses de la Constitution, c'est ce qu'on appelle les dispositions verrouillées de la Constitution. Les dispositions tangibles. Intangibles de la Constitution. Voilà. Et ce sont les dispositions verrouillées intangibles de la Constitution qui créent la pensée, le système, le régime et la République. Il faut qu'on se comprenne, je suis politologue, parce que nous, là, nous disons qu'on ne peut pas venir à la politique seulement avec le vouloir, on doit savoir. Si on ne sait pas, on ne peut pas vouloir. Surtout en tant que scientifique. Voilà, en tant que scientifique. Quelles sont les dispositions verrouillées de la Constitution qui constituent les lignes maîtresses de cette Constitution? C'est la forme républicaine de l'État. C'est-à-dire que même sous un état d'urgence ou de siège, une monarchie ne peut jamais être instituée au Congo. Le Congo est un État, mais pas un royaume. Le Congo est un État, mais républicain. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Ça signifie que le pouvoir appartient au peuple à lui seul et personne ne peut exercer le pouvoir sans que celui-ci ne lui soit accordé par la majorité des votants congolais. C'est ce que ça signifie.
la forme républicaine de l'État. Parce qu'un État peut être un royaume, un État peut être une république. La république s'oppose à la notion 1 de la pensée unique, 2 de l'impérialisme ou de la domination d'un monarque sur les autres. La République s'oppose à la notion de la constitution pacte ou de la constitution octroyée. La constitution octroyée, c'est la constitution d'un homme fort ou d'un penseur qui lègue à une génération. La constitution pacte, c'est la constitution des hommes forts qui signent un pacte. Mais la constitution d'une république, c'est la constitution issue d'un référendum. Or, la constitution que nous avons ici n'est ni pacte, ni octroyée, c'est une constitution référendaire. Ça veut dire qu'elle a été approuvée par l'ensemble du peuple congolais. Et donc, elle doit être respectée. Donc, ces lignes majeures ne peuvent subir ni glissement, ni arrangement, ni retrait, jusqu'à ce qu'on termine les missions principales que le législateur a assignées à la Troisième République. Alors, notamment la lutte contre le régionalisme, le tribalisme, la malgouvernance et tout autre antivaleur. C'est comme pour dire que nous n'aurons la 4e République et la constitution de la 4e République qu'après le Congo émergent. Alors, honorable, s'il faut peut-être faire une étude comparative au niveau de Congo-Brazza, la démarche est en train de réussir, de changer la constitution et les autres pays qui environnent la RDC, vous ne pensez pas que cela peut aussi impacter ou influencer le processus en RDC? Je vais vous affirmer un adage qui n'a pas été inventé par la troisième voie, que la comparaison n'est pas raison. Nous pouvons aussi savoir qu'il existe les systèmes juridiques comparés, les systèmes politiques comparés, les systèmes administratifs comparés. Mais notre Congo n'est pas Brazzaville. Non, je ne connais pas les contenus plus précisément des dispositions verrouillées de la Constitution. Vous voyez dans l'article 220, on trouve les dispositions. Ce n'est pas l'article 220 qui est verrouillé. Ce sont les matières qui figurent dans les contenus de l'article 220 qui sont verrouillés. Si aujourd'hui... Lesquelles personne ne peut toucher. Les nombres et la durée des mandats du chef de l'État. Les nombres, c'est 2. La durée, c'est 5 ans, une fois renouvelable. Ne peuvent faire l'objet ni de quelconque glissement, ni de une quelconque révision ou retrait de la Constitution. Tenez, pour passer d'une république à une autre, il ne suffit pas seulement de retirer une constitution, il faut justifier un changement philosophique et social profond. Quel est ce changement philosophique? Quelle est la nouvelle pensée d'État que nous avons et quels sont les mouvements sociaux graves qui nécessitent que nous passions de la 3e à la 4e République? Jamais il sera question de retirer la Constitution. Si nous disons que nous devons retirer les dispositions verrouillées, mais on ne révise plus. Dès qu'on a retiré les dispositions verrouillées d'une Constitution, ce n'est plus la révision. C'est l'annulation de la Constitution. Or, si on annule une Constitution, la Constitution d'une République, pour passer à une autre, on a justifié les faits sociaux et philosophiques capables d'entraîner ce changement. Et donc, alors, pour vous dire que non seulement que nous avons verrouillé la Constitution, nous nous sommes aussi verrouillés nous-mêmes jusqu'à l'arrivée du révolutionnaire au Congo. D'accord. Et ce n'est pas aujourd'hui. Avant de parler peut-être de l'université populaire, honorable, je voudrais que vous puissiez mettre votre point de vue par rapport à la dernière nomination des commissaires spéciaux, justement pour le cas des provinces nouvellement créées. Messieurs les journalistes, ne dévions pas les mots. Restons congolais, katanguins, parlons de choses et regardons-nous yeux dans les yeux. Il ne faut pas dévier, il faut parler des nominations des gouverneurs des provinces. Mais on parle par le pouvoir des commissaires, honorable, on parle de gouverneurs. Je suis un Congolais engagé pour la cause nationale. Allez-y. Il y a eu nomination des gouverneurs des provinces. Ça veut dire qu'il y a eu atteinte au processus de décentralisation politique et administrative du pays. Si vous me posez la question, très bien, je vais vous donner mon point de vue. Mais si vous biaisez la question... Vous parlez de... En fait, parce que dans l'officiel, c'est la nomination de commissaires spéciaux. Donc vous les appelez commissaires spéciaux. Je vais vous poser la question autrement. Il y a la constitution qui a institué la conférence des gouverneurs.
lorsqu'on va convoquer... C'est à vous de répondre. Non, mais je réponds. Parce qu'il y aura des gouverneurs et des commissaires. Alors, est-ce que les commissaires généraux... Mais je réponds. Allez-y. Est-ce que les commissaires généraux peuvent participer à la conférence des gouverneurs? Si oui, répondre. On n'a pas nommé les commissaires spéciaux, on a nommé les gouverneurs des provinces. Vous êtes d'accord? Mais vous imaginez que... Les actes administratifs qui doivent poser, les décisions des commissaires généraux, ont-ils la même valeur administrative que les décisions des gouverneurs? Si c'est oui, on a nommé des gouverneurs. Troisième chose, est-ce que dans une décentralisation, un président de la République peut nommer un gouverneur? Tenez, chers compatriotes du Katanga, la décentralisation est définie en sciences politiques comme en pratique politique comme modalité de gestion du pouvoir d'État qui consiste par le souverain primaire, c'est-à-dire le peuple, à créer plusieurs personnes publiques, ça veut dire le pouvoir central, le pouvoir provincial, les entités territoriales décentralisées, avec leurs ressources et compétences. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transfert de compétences. Il n'y a même pas rétrocession au sens plein du terme. Pourquoi? Parce que les compétences du gouvernement national ou central sont définies par les constituants congolais dans la Constitution. Les compétences et ressources de pouvoir provincial sont autant définies dans la Constitution. Vous voyez un peu ça? Et les compétences et ressources concurrentielles ou communes sont autant définies par le législateur lui-même. Donc il ne revient pas au pouvoir central de transférer aux provinces les pouvoirs ou les compétences ou ressources qu'il n'en a pas. Parce qu'en droit on dit la compétence est d'attribution. Mais vous oubliez aussi que la nomination de ce commissaire est issue de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui parlait des mesures exceptionnelles et transitoires. Écoutez, la Constitution en fait n'est pas une simple loi comme pensent les juristes. La Constitution n'est pas dérivée du mot loi ou légiférer. La Constitution a deux verbes, le consensus et le verbe est constitué. Ça veut dire pour arriver à la Constitution, il faut qu'il y ait le consensus individuel, collectif et national. Et de là, nous avons le pacte républicain que nous avons, la Constitution. Ainsi définie, elle est au-dessus de toute loi et de toute matière, de toute institution. La Cour constitutionnelle et ses attributions sont créées par la Constitution et ses attributions sont définies dans la Constitution. Il n'existe pas une seule disposition de la Constitution qui donne à la Cour constitutionnelle le pouvoir d'instruire le gouvernement pour déroger les règles de la Constitution. La décision de la Cour a énervé la Constitution. Et nous sommes régaliens, nous sommes républicains, nous sommes conformistes. Et qu'est-ce que la Cour aurait pu faire finalement? Mais la Cour ne pouvait pas s'immiscer dans les affaires qui ne relèvent pas de ses compétences, tout simplement. Mais face au manque criant de moyens, face au manque criant de moyens du pouvoir d'organiser des actions des gouverneurs, qu'est-ce qui devait être fait finalement? C'est qu'est-ce qu'on entend par les moyens? Les moyens financiers, l'argent, quelque chose. Qui a créé l'argent? L'argent lui-même s'est créé ou bien sont les hommes compétents qui ont créé l'argent. Alors si on dit qu'il y a un gouvernement et qu'il ne sait pas créer des moyens, ça veut dire que ce gouvernement est dans l'incompétence. Est-ce qu'un incompétent peut gérer un État? Qu'est-ce que vous insinuez? Mais je réponds, c'est vous qui m'avez posé des questions. Allez-y. Messieurs les journalistes, je suis au Katanga. Allez-y. À côté de vous ici, j'ai trouvé un monument de l'unité. Dans ce monument de l'unité, j'ai vu 4 personnes qui se sont touchées à la main pour symboliser l'unité des 4 districts qui constituait l'ancien Katanga. Est-ce que la Constitution parlait de la décentralisation, démembrement ou la Constitution parlait de découpage? On a découpé les pays, alors que la Constitution parlait de la décentralisation. Quelle est la différence entre le découpage et la décentralisation? Le découpage est un procédé géopolitique et administratif qui consiste à dire l'espace est trop grand, mais pour qu'il y ait souci de proximité, de permanence, rendons les choses faciles, découpons. Mais poser des motifs, parce que j'ai suivi une personnalité politique de la place de dire, voilà, tellement que le pays est grand, il fallait découper, démembrer. Non, on ne fait pas le démembrement. Il a même évoqué il fallait décentraliser. L'avis des experts. Non, non, et voilà. Le pays est très grand, il faut décentraliser. Non. On démembre parce que le morceau est trop grand,
on décentralise parce que la dictature et la pensée unique sont négatives. D'accord, alors... Attendez, on n'est pas encore terminé. La décentralisation consiste à remettre tout le pouvoir au peuple, afin que lui exerce celui-ci par référendum ou par vote. Les référendums créent la constitution et les votes créent l'adhésion du peuple à un projet de société, d'un individu et surtout d'un groupe. Alors, la décentralisation ainsi définie, c'est donner à chaque entité territoriale décentralisée ses compétences et ressources. Et il faudra que je sois précis ici. Lorsque nous parlons de la décentralisation en République démocratique du Congo, nous avons combien de centres d'impulsion politique? Nous avons 4 centres d'impulsion politique. Il y a le pouvoir central, c'est-à-dire le gouvernement national. Il y a le pouvoir provincial, ça veut dire il y a l'organe délibérant et l'organe exécutif des provinces. Il y a les entités territoriales décentralisées comme une chefferie, vous descendez, et il y a le pouvoir local. Vous avez compris? Maintenant, quand on dit donner compétences et ressources, ça veut dire par exemple l'enseignement primaire et secondaire, c'est la compétence exclusive des provinces. Est-ce que pendant les 11 provinces, les Katanga avaient reçu les compétences et ressources sur l'enseignement primaire et secondaire, sur la santé, sur l'agriculture, les affaires coutumières et les projets d'investissement? Non. On devait rétrocéder 40% des recettes à caractère national à chacune des provinces qui, avec l'État, ont produit des ressources. Nous voulons savoir aujourd'hui combien le pouvoir central rétrocédait au Katanga ancien et combien le pouvoir provincial du Katanga rétrocédait aux entités territoriales décentralisées du Katanga ancien. Nous remarquons des évidences. Au niveau du pouvoir central, Kinshasa concentrait la décentralisation et ne voulait pas rétrocéder les ressources totalement au Katanga ancien. Et au niveau du Katanga, le Katanga ancien retenait aussi les ressources d'entités à ce titre-là, vous ne pensez pas que la faute est partagée entre le pouvoir central et également certaines autorités? Non, c'est la faute est partagée entre tous les acteurs de la majorité au pouvoir. Comment? Les partis de la majorité au pouvoir central, les partis de l'AMP ne veulent pas reconnaître et donner les compétences et ressources des entités territoriales décentralisées, notamment les provinces. Au niveau des provinces, les mêmes partis de la majorité dans les provinces ne savent pas et ne veulent pas revendiquer leurs compétences et ressources. La responsabilité est partagée entre l'AMP qui s'est décidé d'enlever le Congo. Ça, c'est pas entre tout le monde, c'est entre ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire la majorité présidentielle. Vous quittez là-bas, messieurs les journalistes. Vous arrivez ici. Nous pouvons prendre les budgets de 2016. C'est prévu que sur la totalité des recettes pour les 4 provinces issues de l'ancien Katanga, le Haut-Katanga a lui seul a presque la moitié des ressources. Si vous divisez, vous prenez. Alors dites-moi, les autres provinces vont-elles donc elles ont des problèmes par rapport au développement. Le Haut-Katanga ici, amputé des autres centres miniers, Lumumbashi était un paradis à un moment de l'histoire. Après la décentralisation, ce sera quoi? Posons des questions claires. La décentralisation de nos cultures. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes pour la réunification du Katanga? J'ai suivi le commissaire général récemment nommé. Voici ce qu'il a dit lorsqu'il descendait pour la cérémonie de remise de reprise. Il dit, malgré les découpages, l'esprit katangais nous exige l'unité. Je pose la question aujourd'hui. Vous avez découpé et après vous demandez l'unité du peuple katangais. Mais cette unité sera encore fondée sur quoi? Parce que le Katanga n'existe plus. Peut-être fondée sur l'esprit. Ah, vous comprenez que les Blancs utilisaient des théories. Diviser ceux qui sont unis pour mieux régner et unir ceux qui ne sont pas unis pour aussi mieux régner. Nous avons divisé les Katanga avec le souci de bien faire les Katanga ou bien avec le souci de détruire l'unité du Katanga que nous avons trouvé gênant. D'accord. On va peut-être... S'il vous plaît, journaliste. Chuter rapidement avant qu'on parle de l'université populaire. Je vais me casser. Allez-y. Autre chose à dire. Nous sommes des Katangais. Moi-même, là, quand j'arrive au Katanga, j'ai même honte de dire je suis au Haut-Katanga. Ça ne vient même pas dans mon esprit. Je dis seulement que je suis au Katanga. Je ne sais pas dire que je suis au Haut-Katanga. Quel est le processus culturel qu'on a entamé pour nous convaincre
d'accepter d'éclater un Katanga à plusieurs provinces. Je vous ai posé la question du monument de l'unité. Il y a 4 districts qui étaient unis pour former les Katanga. Maintenant, avec le découpage, nous allons faire quoi? Nous allons maintenir ces monuments. Ça signifie que nous combattons le découpage. Nous allons détruire ces monuments. Ça signifie que nous combattons l'unité Katanga. Nous pensons que le peuple du Katanga a été uni depuis longtemps, qu'avant de les casser par la décentralisation, on devait tenir compte de certains critères culturels. Et il fallait aller mollo, progressivement. Progressivement. Parce que nous ne voulons pas de cassure. Il y a l'unité linguistique de tous les Katangais. Il y a l'unité culturelle de tous les Katangais. Alors, quels sont les moyens psychologiques, culturels que l'actuel découpage a mis sur pied pour que nous ne puissions pas trop regretter notre ancienne unité? Voilà des questions. Qui doivent être débattues. Vous parlez de la dynamique de l'opposition. Mais il faut retenir quel est le message essentiel de la dynamique de l'opposition. C'est que Mouzé a pris les armes pour combattre la dictature et par lui, Joseph Kabila est venu pour commencer la démocratie. Est-il normal encore que le fils de Mouzé refuse de démocratiser le pays en cherchant le glissement? C'est ça le message de l'opposition. Nous disons aujourd'hui que si jamais Joseph Kabila quittait au pouvoir, ça a quitté le pouvoir, ça a énervé la Constitution, il deviendra le père de la démocratie. Ce n'est pas un avantage en politique. Et dans le délai constitutionnel, c'est ça. Mais c'est ce que je dis. Si jamais il respectait la Constitution, avec tout ce qu'il a réalisé comme performance, tout ce qu'il a combattu, le peuple congolais se souviendra de lui et le retiendra pour le père de la démocratie. D'accord. Mais si nous remettait dans la dictature, Mouzé se serait battu pour rien et la FDL serait entrée triomphalement pour rien. Et nous regrettons Patrice Emery Lumumba, Antoine Exengue consort. Alors pourquoi sommes-nous les Congolais? D'accord. On parle à présent de l'université populaire. D'ailleurs, l'objet de votre séjour ici à Lubumbashi, qu'est-ce que vous prenez pratiquement dans cette université populaire? L'université populaire, par essence, est une université de la rue. Mais allez-y comprendre. Université de la rue. Université de l'espace public. Université où on ne paie pas l'argent pour accéder à des connaissances. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a une évidence. Si vous prenez la carte d'électeur des licenciés en sciences politiques et la carte d'électeur des illettrés majeurs, ils ont quel poids? Elles ont quel poids? Même pondération sur le vote. Si vous êtes élu par 100 000 illettrés, moi je suis élu par 100 000 licenciés, donc la même valeur. C'est la même valeur. Alors qu'on ne peut pas choisir si on ne sait pas comment choisir, quand choisir, qui choisir et la conséquence du choix. À travers le monde entier. On nous a parlé de la nouvelle citoyenneté. Mais la nouvelle citoyenneté au Congo devait être quoi? C'est devait être une formation citoyenne qui permet à chaque Congolais de connaître ses droits et devoirs. Ses droits, ça veut dire ce qu'il entend de la société congolaise en termes d'institutions étatiques et sociales. Et ses devoirs, c'est l'obligation de contribuer par son travail au développement de son pays. Il nous manquait ce cadre d'explication des droits et devoirs des citoyens. Nelson Mandela disait qu'un intellectuel instruit à l'université est moins équipé qu'un simple citoyen formé sur ses droits et devoirs politiques. Université populaire, initiée par le Premier ministre honorable Adolphe Muzito, a un seul but: entraîner la formation citoyenne pour obtenir la démocratie participative. Comment y arriver? Et comment y arriver? C'est par l'information, la formation et la mission politique. Ça veut dire quoi? Le Congo n'est plus une monarchie. Le Congo n'est plus une dictature. Nous sommes insérés dans la logique d'une république. Ça veut dire que tout le monde peut savoir choisir. Tout le monde aussi peut affronter les ambitions de devenir dirigeant, même s'il ne sort pas d'une famille riche. Même s'il n'a pas fréquenté l'université, c'est question de vouloir travailler pour le bien-être du peuple congolais, mais vouloir sans savoir. L'université populaire a pour mission de former les citoyens de Kinshasa, les Congolais de province et de la diaspora, pour qu'ils connaissent leurs devoirs et droits citoyens. Pour que le peuple congolais soit à la hauteur de savoir comment le pouvoir politique se donne, comment les donner, comment soutenir celui qui a été élu par le peuple, comment les combattre et le retirer afin de le remplacer par un autre, par des moyens légaux et démocratiques. C'est ça le but de l'université populaire. Elle contient les idées
des tribunes d'Adolphe Moussut, les idées de la troisième voie, les idées des Katanguins, les idées des Kassaïens, les idées déjà des Bandundu. Toute la population congolaise. Tout le monde qui a une idée, une volonté de contribuer par son travail au développement du pays. Tout le monde qui pense donner aux Congolais les moyens démocratiques de se préparer pour exercer le pouvoir démocratique. Vous êtes les enseignants ou les enseignants de l'université populaire. La particularité de l'université populaire, quand nous venons dans une séance de l'université populaire, on ne vient pas donner cours en termes d'exposer des savants sur les ignorants. Non. Vous connaissez une partie de la vérité. Moi, je connais une autre partie de la vérité, comme la troisième voie dit. Rien n'est totalement bon, ni totalement mauvais. Donc, mettons ensemble la connaissance, mettons ensemble le vouloir et le pouvoir politique pour le développement du peuple congolais. C'est ça l'université populaire. Nous avons des tribunes, nous avons les blanchis de la troisième voie et les livres. Comment ça va fonctionner au niveau de la province de Katanga? Parce que c'est par là que l'on va chuter, qu'on va terminer. Nous sommes venus parler aux Katanguins qui a la troisième voie comme courant de pensée, qui vient d'affronter le parti des mécontents. Je ne suis pas nouveau au Katanga. Il y a des Katanguais qui me connaissent. Ils peuvent nous contacter à travers vous, du moins ceux qui veulent adhérer au parti des mécontents. Parce que la loi dit ceci, pour qu'un parti soit enregistré, il faut qu'il y ait la représentation de toutes les provinces. Mais les gens ne peuvent pas s'enrôler sans connaître l'idée de ces courants qui affrontent le parti. Parce que le parti a des niveaux d'exister. Il y a son père qui l'affronte, c'est les courants, et il y a sa fille qui le stabilise, c'est l'école du parti. Nous sommes en train de sensibiliser les pays pour qu'il y ait des cofondateurs de toutes les provinces au parti des mécontents. Nous sommes en train de sensibiliser le peuple congolais katanguin pour que ceux qui adhèrent aux idées de la troisième voie puissent aussi accepter d'adhérer au parti des mécontents qui sera enregistré et accepté par le pouvoir public dans les heures qui suivent pour que nous puissions montrer à notre peuple de quoi nous sommes capables. Honorable Lafoumu Toto, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui dis merci parce que vous avez aimé la troisième voie avant mon atterrissage ici, parce que c'est par ici que pour la première fois Israël Ushindi est passé pour dire aux Congolais du Katanga que la troisième voie existait. Et je suis heureux de voir comment j'étais accueilli au Katanga chez mes frères. Et je sens l'odeur de la nationalité au Katanga, je sens l'odeur de l'unité au Katanga, je sens l'odeur du développement au Katanga. Et je vais à Kinshasa pour quelques jours et je reviens pour faire longtemps au Katanga. Voilà, madame et messieurs, ce magazine sera ferme, vous avez suivi, nous avons décrypté toutes ces questions d'actualité avec l'honorable Lafoumu Toto de la troisième voie. Mais il faut préciser, hein, honorable, ça ne veut pas dire que je suis député. Hein, l'honorabilité, l'honorabilité, c'est parce que les Kinois m'ont surnommé moi la Moussala na biso. Voilà. Moi la Moussala ya peuple. Est-ce que vous pouvez dire ça en Swahili? Fumu Toto Basanga, moi la Moussala ya peuple. Tu peux dire ça en Swahili? Merci honorable. Voilà, on va se retrouver avec vous la prochaine fois. Suivez ce magazine sur votre télévision, mais également les internautes suivent régulièrement nos magazines sur YouTube. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.